Bonjour, alors dans cette vidéo, je voulais aborder avec vous le sujet des indicateurs macroéconomiques et de leur utilité, de leur fiabilité dans le contexte actuel qui est vraiment, à mon avis, très spécial par rapport à ce que nous avons connu dans le passé. Donc la première chose, avant d'aborder ce sujet des indicateurs macro, est de savoir si on est aujourd'hui bien dans un nouveau cycle ou pas. Si on regarde les indicateurs classiques, les PMI, les ventes au détail, etc., le sujet semble faire peu de doute. Vous voyez ici le PMI non manufacturier, on a eu une récession violente et ensuite une phase de reprise puissante. Du coup, on peut se dire, on est parti pour un nouveau cycle qui pourra ressembler au précédent, qui pourra durer 5 ans, 10 ans, 15 ans, en tout cas qui pourra durer assez longtemps, si on en croit l'expérience des récessions précédentes, les points bas de 2003, les points bas de 2009 et le point bas ici de mars 2020 avec la crise du Covid. Si on regarde la production industrielle, c'est la même chose qui se produit. On a un point bas de récession classique, un fort rebond ensuite, et on semble parti là pour un cycle qui va durer une dizaine d'années à peu près, comme tous les précédents. Au niveau des ventes de détail, c'est sensiblement la même chose. Je vais revenir au graphique original qui donne le montant des ventes au détail. Donc on a une succession d'impulsions haussières, de corrections qui donnent des récessions. Parfois c'est juste une pause, ensuite on repart, on baisse, on repart. Là on a eu donc la chute du Covid et on est reparti ensuite très violemment. Donc ça, c'est ce qu'on voit en apparence. Maintenant, dans la réalité, je vous donne mon sentiment, c'est qu'on n'est pas du tout dans un cycle économique normal. À mon avis, on aurait dû avoir, si on suit le message de la courbe des taux, on aurait dû avoir une entrée en récession qui serait produite à la fin de l'année 2020, qui aurait donné une crise vraiment à plein régime à partir de 2021. On a eu un événement exogène qui a été le Covid qui a bousculé les choses. Donc il a accéléré l'arrivée de la récession, il a rendu beaucoup plus, il a décalé le cycle de 6 à 9 mois. Et ensuite, on a eu un autre événement exogène qui s'est jamais produit dans le passé, qui est une réaction énorme des gouvernements. Et pour la première fois, ce qui ne se passait pas dans les cycles précédents, on a déversé massivement de l'argent sur la population avec les aides au chômage, etc. Les chèques Covid aux États-Unis, les diverses prestations sociales. Et c'est un montant qui a été vraiment énorme. Donc quand on regarde le budget américain, on voit on a été sur des déficits en 2020-2021 de l'ordre de 3 000 milliards de dollars. Si on rapporte ça à chaque Américain, avant cette date, on était sur des niveaux de déficit de l'ordre de 1000 milliards. Donc on a eu 2000 milliards de plus qui sont arrivés un coup sur les ménages américains. Ça représente grosso modo 6 000 $ par personne en Amérique. Si vous rapportez ça à une famille standard, c'est-à-dire un couple avec 2 enfants, ça veut dire que sur ces 2 années-là, ils ont touché 24 000 $ potentiellement de la part du gouvernement américain en prestations diverses, en suppléments divers par rapport au passé. Mais ça a un impact économique évidemment énorme. Ça se voit sur les ventes, sur les ventes au détail. Vous voyez le décalage par rapport à la tendance précédente, à quel point on est monté haut. C'est tout à fait logique, puisque l'argent a été déversé de façon à peu près équitable sur l'ensemble des ménages, c'est-à-dire que c'était une distribution, on va dire, égalitariste, donc elle a profité proportionnellement plus aux ménages les plus pauvres, et ce sont eux qui vont dépenser le plus proportionnellement à leurs revenus. Plus un ménage est pauvre, en fait, moins il a ses besoins de base satisfaits, et du coup, quand il reçoit un supplément d'argent, il va avoir tendance à tout dépenser, alors qu'un ménage ou une personne qui est beaucoup plus riche, si elle reçoit un supplément de revenus, elle aura une propension au contraire à investir, à épargner, parce qu'elle a déjà une grande partie de ses besoins de base qui sont couvertes, et du coup elle va augmenter quand même ses dépenses, mais de façon
moindre en proportion de ses revenus que quelqu'un qui serait dans les classes, on va dire, bas revenus. Donc tout ça, ça a déclenché évidemment une énorme vague de consommation, mais c'est quelque chose donc du coup qui a vraiment aucun précédent historique sur les cycles qu'on a connus avant. C'est pas non plus une économie de guerre. On n'a jamais vu pendant une guerre l'État se mettre à distribuer des sommes d'argent à la population pour qu'elle soit payée à ne rien faire. Ça n'existe pas en temps de guerre, hein. C'est tout le contraire même. Après la guerre, on travaille beaucoup pour reconstruire le pays. Là, c'est absolument pas ce qui se produit. Donc voilà, c'est la situation actuelle. Pour moi, c'est une sorte d'ovni économique. Il y a autre chose qui est important de noter, c'est que normalement, lorsqu'on a un cycle croissance, bulle, crise, la crise, elle corrige au moins en partie les excès et les défauts d'allocation d'actifs de la bulle précédente. Lorsqu'on a eu l'implosion de la bulle Internet en 2001, le secteur a été assaini. Et en 2009, les ménages américains se sont quand même partiellement désendettés et on a eu un retour à la normale sur les prix immobiliers, au moins temporairement. Après, il y a eu d'autres acteurs, l'État s'est plus endetté, il y a eu d'autres dérives, mais au moins on a corrigé en partie les excès du cycle précédent. Pour le Covid, il n'y a rien eu de tel. Il n'y a eu aucune correction des excès du cycle précédent, puisque dès que le virus est arrivé, tout de suite l'État a arrosé tout le monde d'une tonne de liquidités. Et du coup, au lieu de corriger les excès, on a au contraire fortement accentué les excès qui étaient déjà en cours dans ce qui devait être le sommet de cycle en 2020. Du coup, on n'a pas, pour moi, de conditions d'une reprise durable. Il n'y a eu aucune purge. On est face à maintenant, les excès se généralisent aux États-Unis sur les marchés actions. Même les prix immobiliers commencent aussi à monter assez fortement. Donc vous voyez ici l'indice des prix immobiliers américains qui, donc en données corrigées de l'inflation, hein, on est revenu au niveau de 2006-2007. Donc l'immobilier est de nouveau très cher maintenant aux États-Unis. Et un peu comme en 2006 et 2007, on commence à observer une chute des ventes. Bon, difficile de savoir si la tendance va se prolonger ou pas, mais en tout cas, ça ressemble un petit peu à ce qu'on observait donc juste avant la crise de 2007-2008. Donc dans ce contexte vraiment spécial, autant c'était facile de prévoir l'arrivée de récessions type 2001-2002 ou 2008-2009 parce qu'on avait des cycles classiques, une inversion de la courbe des taux. Ensuite, on sort de l'inversion, le spread entre taux long et taux court remonte, la récession se déclenche. Et on sort là, c'est parce qu'on a bien eu ce signal-là, l'inversion et ensuite une hausse du spread. Mais du coup, on a eu une récession qui était provoquée en avance par un facteur exogène, une surréaction des États. Et ensuite, ce qu'on peut dire, c'est que l'indicateur de courbe des taux aujourd'hui, il est moins fiable parce qu'il est complètement, on va dire, piloté par les interventions de la Fed et d'autres acteurs économiques. Les indicateurs qui portent sur le marché de l'emploi sont complètement inutilisables parce qu'on a eu toutes les aides au chômage qui font que les Américains sont volontairement restés au chômage parce qu'ils n'avaient plus besoin de travailler pendant un moment. Donc là aussi, ces indicateurs sont plus ou moins out. Donc à mon avis, il faut vraiment raisonner en considérant que le cycle en cours est un objet à part et que les données du passé, les indicateurs macroéconomiques qui étaient efficaces dans le passé pourraient l'être moins à l'avenir. Donc ce qu'il faut regarder, c'est qu'est-ce qui a provoqué l'énorme croissance qu'on a observée en sortie de crise de Covid. Cette énorme croissance ici sur les ventes au détail, elle a été provoquée par le déversement de liquidités sur les ménages. Ce déversement de liquidité, il va
logiquement se réduire très fortement dès maintenant. C'est-à-dire que vous avez ici les déficits budgétaires qui sont prévus aux États-Unis. Donc en 2021, ça s'arrête en septembre 2021. L'année budgétaire 2022, elle va d'octobre 2021 à septembre 2022. Et vous voyez qu'on va passer d'un déficit de 3 000 milliards à un déficit prévu de 1 100 milliards. Donc c'est une sorte de retour à la normale, ou presque. Il va y avoir une très forte réduction des aides aux ménages. Donc dans ce contexte-là, déjà, la liquidité, elle va poser problème parce qu'on a une croissance artificielle qui a été provoquée par cet excès de liquidité. Ça a donné, comme toute situation de croissance artificielle, de faux signaux aux entrepreneurs qui auront pu réaliser des investissements en se basant sur une croissance, des hypothèses de croissance non réalistes, en se disant que les ménages avaient beaucoup de revenus maintenant. Des ménages auront pu se mettre à acheter des maisons beaucoup plus chères parce que eux aussi, ils avaient soudainement un afflux de liquidités. Ils ont pu croire que ça allait durer. Donc il y a eu comme ça on va dire, de mauvaises perceptions potentielles des acteurs économiques qui conduisent à de mauvaises décisions et qui sont le support pour une crise future. Donc la liquidité, c'est le premier problème. Donc si on veut savoir quand est-ce que les marchés vont se retourner, quand est-ce qu'on est en danger, il faut suivre des indicateurs de sentiment qui portent sur l'appétit pour le risque et la liquidité. Donc les actifs les plus spéculatifs, ici vous avez le Bitcoin, le Nasdaq 100, l'euro contre dollar aussi, un assez bon indicateur des flux de liquidité qui s'investissent sur les actifs ou au contraire qui sortent des actifs pour revenir vers le dollar. Donc quand vous voyez ces indicateurs qui commencent à se retourner à la baisse, ça donne un signal d'alarme. Si au contraire, dans les mois qui viennent, on voit l'euro qui remonte à 1,21, 1,22, on voit le Bitcoin qui repart à la hausse, alors sans doute, là, ça voudra dire qu'il y a toujours suffisamment de liquidité, d'appétit pour le risque. Mais pour l'instant, vous voyez qu'il y a, sur ces actifs spéculatifs, on a un signal d'alerte. L'autre famille d'indicateurs qui est important à suivre en ce moment sur les composants du PMI, pour moi, je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, c'est les écarts de prix entre prix à la production et prix à la consommation. Ça donne une bonne indication de tendance et de pression qui peut exister sur les marges des entreprises. Pour l'instant aussi, sur cet indicateur, on est dans la zone rouge. Et ensuite, comme je vous l'ai dit, on a les indicateurs qui portent sur les ventes, des indicateurs en apparence annexes, mais qui au moins ont le mérite de ne pas être directement manipulés, comme les ventes de camions aux États-Unis, qui eux aussi donnent le signal d'alerte. Donc voilà, en résumé, la prévision de la situation économique et des marchés à moyen long terme aujourd'hui, elle est clairement beaucoup moins fiable qu'elle ne pouvait l'être en 2001, 2002 ou en 2007 avec les indicateurs macroéconomiques, parce qu'on n'a aucun précédent historique réel sur lequel s'appuyer. Je vous donne quand même mon sentiment, et qui est vraiment une conviction, c'est que pour moi, on n'est pas dans un nouveau cycle aujourd'hui. On est toujours dans la situation de fin du cycle de croissance qui prévaut depuis 2009, donc de 2009 à 2020. On a eu des événements perturbateurs exogènes temporaires qui sont la crise du Covid et les injections de liquidités massives qui ont suivi. Mais à mon avis, ça ne change pas le déroulement qui aurait dû se produire pour ce cycle. Sur le plan fondamental, je pense toujours que la purge n'a pas été faite du tout et que donc on va rechuter assez rapidement et qu'à ce moment-là, une fois que la rechute aura eu lieu, on aura le vrai point bas de cycle, peut-être dans 2 ans, on verra. Et ça n'est qu'à ce moment-là qu'on pourra parler de cycle de reprise et de nouveaux cycles de croissance qui soient suffisamment durables.